Donc, merci de nous faire l'honneur de votre présence ce matin. Donc, nous sommes ensemble donc, pour parler des solutions à mobiliser pour éviter les fermetures d'écoles. Donc, je vais vous laisser prendre la parole très librement. Vous dire quelque chose d'abord sur la ruralité. Si on est tous réunis aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a à cœur de la réussite de cette ruralité-là. Et donc, en fait, déjà, ce qu'on a en commun, c'est notre volonté de faire vivre cette ruralité française. Je vais vous donner, dans cette période difficile, 2 anecdotes souriantes. Pour un élu de la République, nous avions distribué avec un maire à Montereau, un petit village, dans un conseil municipal, c'était lui qui le distribuait, c'est pas ma commune, mais c'est sur ma circonscription, du Viagra, tous les élus, pour essayer de faire remonter la courbe des enfants dans sa commune. Et nous avions eu un certain succès sur cette affaire-là. Évidemment, ce clin d'œil avait permis de mettre un projecteur sur une commune qui avait tous les outils nécessaires, c'est-à-dire qui avait un restaurant scolaire exceptionnel, un cuisinier exceptionnel, et qui voyait évidemment sa démographie et ses enfants ne plus permettre peut-être d'avoir de classe, voire même d'école. J'avais également, avec mon écharpe, mis sur ma circonscription, ils y sont encore, des panneaux routiers. Alors un an, bienvenue chez les gueux, ici on ne capte pas. Et j'alertais quand même sur le besoin pragmatique de la ruralité d'exister. Quand vous regardez, même si sur la 5G des efforts ont été faits dans le contrat pour que 25% du territoire soit couvert par la 5G, territoire rural, par la 5G, on voit bien qu'on a une inégalité de territoire. Je ne dirais pas qu'on n'aime pas la ruralité en France. Je pense que c'est plus complexe. Je pense qu'on aime la ruralité, mais on l'aime comme un objet qui est un objet de vacances, comme un objet qui serait un musée sur lequel. Et c'est comme ça qu'elle est perçue trop souvent par les technocrates et certains têtes d'œufs à Paris. Et donc, il faut vivre la ruralité. Il faut faire en sorte qu'elle soit concrète. Je donne un exemple. J'avais été aidé par des sénateurs qui sont, par nature, les territoires, l'irrigation des territoires. Je dépose un amendement qui permettait simplement à des restaurateurs dans la ruralité de mettre un panneau 1,20 m par 1,50 m pour dire que le restaurant était là. Et donc, pour certains qui étaient en zone touristique rurale, ça leur permettait simplement de faire le dernier chiffre d'affaires pour survivre. Je crois être intelligent, je me dis, je vais faire venir le Césaire. Donc, je fais une procédure un peu nouvelle. Dans ma proposition, je vais venir le Césaire. Bam, le Césaire contre moi. Les députés quasiment tous contre moi. Ils me disent, non, Madame Ségolène Royal avait raison, excusez-moi de dire ça dans le Grenelle, vous vous rendez compte? C'est la pollution visuelle de nos campagnes. Et comme j'ai un peu de tempérament, je dis, vous vous foutez de moi. Quand elles seront crevées, notre ruralité, quand nos campagnes seront mortes, vous n'y viendrez plus, même en vacances. Et donc, ça m'avait marqué de comment, dans le centre des décisions en France, dans ce pays, on appréhende la ruralité. Et donc, c'est très compliqué. J'ai été surpris, vous voyez qu'en ce moment, beaucoup, notamment à Paris, Madame le maire de Paris et certains comme le franco-colombien Moreno travaillent à Paris sur le concept du quart d'heure. C'est-à-dire comment dans Paris, finalement, je peux trouver à me déplacer, à aller à l'école, donc à avoir les services qui correspondent à l'ensemble de mes besoins vitaux au quart d'heure. Et j'ai été surpris. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis né à Blois. Ma marraine est Jacqueline Gouraud. Je suis né dans une cité, mon parrain était Pierre Sudreau. Et donc, on avait tout dans la cité au quart d'heure. Et moi, à l'époque, on était heureux. Mais dans la ruralité, tant qu'on ne mettra pas la vie au quart d'heure, alors on verra le quart d'heure dans quelle mobilité, avec quelle mobilité. On ne résoudra pas le problème de la ruralité. Et donc, il faut une grande politique dans ce pays du quart d'heure rural. Pourquoi ce concept
qui a été développé en Australie notamment, n'est pas remis au cœur de nos priorités. Il faut également, je le crois, dans les écoles, passer... J'ai eu des journaux pour enfants pour leur apprendre à bien manger. Pendant 15 ans, on éditait à peu près entre 600 000 et 1 million d'exemplaires par mois. Et je faisais payer aux grandes villes, comme en fait le modèle économique était que le maire, j'avais essayé de faire ça avec l'éducation nationale. M. Darcos m'en excusera, c'était pas lui. Impossible. J'étais pas prof. Donc j'avais aucune légitimité à expliquer des choses aux enfants intelligentes. Donc sorti du jeu. Donc j'avais trouvé une petite méthode qui était de faire payer au maire l'éditorial. Le reste étant ma propre plume agréée par le professeur Segensberg dans le cadre du plan national nutrition santé. Et je faisais payer plus cher aux grandes villes pour l'offrir à la ruralité. Ils ne le savaient pas. Mais ça permettait à des petites communes qui n'auraient pas eu les moyens de s'acheter mes journaux pour leurs enfants de le faire. Et là, je me suis dit, on a une chance en ruralité, c'est que on peut expérimenter, notamment avec des écoles libres, des choses nouvelles. Je crois que, vous voyez, le temps scolaire, par exemple, le temps dans la ruralité, qui est le temps cantine. Dans ce temps cantine-là, je pense qu'il faut arrêter d'expliquer aux enfants comment on mange bien. C'est simple, quand l'enfant il vient manger dans un restaurant scolaire, pendant 20 minutes, il se prend pour un petit roi, ou une demi-heure, il s'assoit, on le sert, on débarrasse, et comme s'il était roi. Et donc on va expliquer après comment il faut manger. Non, il faut passer de la politique de l'explication pédagogique à la politique du faire. Dans chaque école, l'enfant doit aller, une classe est en cuisine, une classe a été chez un paysan, une classe débarrasse la table, et donc on a de l'espace pour le faire et pour mettre de la nouvelle pédagogie dans des espaces ruraux. Et donc, je suis pas sûr, j'ai beaucoup aimé l'exposé précédent, je ne suis pas sûr que tant qu'on n'arrivera pas à cette politique du quart d'heure, notamment sur les entreprises, eh bien, on avancera. Il faut aussi remettre des entreprises dans la ruralité. Et souvent, c'est confisqué par qui ? Par les métropoles. Je suis absolument pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre en conflit la métropole et la ruralité. Mais il n'empêche que les décisions politiques, dans les SCOT, sur le terrain, quand une grande entreprise s'installe, qui est-ce qui capte le truc ? Le président de la métropole ou le maire de la grande ville. Parce que le petit maire rural ou le président de la communauté de communes, il n'a même pas accès à l'information d'installation. Tout a été capté. Et donc, moi, c'est là-dessus que je crois qu'il faut faire. Il faut prendre notre chance. Je pense qu'il y a une volonté de la ruralité et il y a une volonté aujourd'hui vraiment de vivre. Alors après, il faut aussi faire très attention, et vous l'avez bien soulevé tout à l'heure, les néo-ruraux, il faut qu'ils acceptent aussi que quand ils habitent à l'écart de mon bourg, je ne leur remette pas la lumière jusqu'à chez eux. C'est-à-dire il faut accepter à la fois les avantages et les avantages, parce que pas avoir de lumière, c'est aussi peut-être un avantage. Et donc, il va falloir mailler ça tranquillement. Et puis, je dirais également qu'il faudra qu'on réponde au désarroi des élus. Parce que, et monsieur le sénateur le dira certainement mieux que moi, on a des maires aujourd'hui, des petites communes, qui cherchent de l'ingénierie. C'est-à-dire, vous l'avez bien dit tout à l'heure, la France est remplie d'organisations, mais quelle organisation pour organiser les organisations ? Dans le plan de relance, qui est de l'argent qui a été mis sur la table, vraiment, et je crois que tous les élus de tous les bords politiques le reconnaissent. Mais si vous êtes un maire qui avait juste une secrétaire à mi-temps, si vous arrivez à comprendre comment il faut remplir le dossier pour pouvoir foutre un peu de photovoltaïque sur le toit de votre école, vous êtes fort, hein ? Et donc, derrière, tout ça n'est pas pensé dans les services, dans la façon dont on les utilise. Et donc, je pense que la Covid est une chance parce qu'elle a réveillé des consciences, et notamment une forme de conscience rurale, mais ne nous y trompons pas,
la tendance lourde sera quand même à l'urbanisation, je le crois. Et donc, inventons sur les territoires quelque chose qui est une forme de résistance, parce qu'on peut créer des belles choses, notamment avec ce qu'on a appelé les tiers-lieux. Je vais passer la parole au sénateur. Je vais recentrer, après cette ode à la ruralité, le sujet sur l'école, mais je voudrais auparavant remercier les organisateurs, bien sûr, de cette rencontre, de ce colloque, dire à Madame Del Sol, sur un sujet un peu connexe, que j'ai beaucoup apprécié sa dernière tribune dans le Figaro sur tout à fait un autre sujet, et remercier Anne Coffinier de son accueil et de l'organisation de ce colloque. Je voudrais moi dire deux, trois choses d'abord sur le contexte de l'école et de la ruralité. D'abord, le ministère de l'Éducation nationale, qui pourtant multiplie les prospectives, les évaluations et les appareillages statistiques, connaît très très mal l'école en ruralité. Autant le ministère connaît bien, par exemple, et ce n'est pas une critique, on s'en fout, on critique rarement le ministère de l'Éducation nationale pour l'avoir longtemps servi. L'école, le ministère connaît bien les quartiers, les réseaux d'éducation prioritaire. Autant il y a une méconnaissance de l'école en ruralité. Deuxième élément que je voudrais dire dans le contexte, l'histoire française est très spécifique par son maillage. Et l'école rurale a été un outil de conquête républicaine. Et on ne peut. Et donc, ce particularisme français, de cette diffusion extrême sur tout le territoire de l'école, c'est le produit d'une histoire et d'une géographie très particulière. Le troisième élément de contexte, il a été évoqué par l'intervention préliminaire, c'est bien sûr ce qui s'est passé depuis 20-30 ans et qui continue de se développer au-delà des discours, sur une très forte réduction du nombre d'écoles. Il y en a 2 fois moins que dans les années 30 dans ce pays, alors que le nombre d'élèves est quasiment le même. Bien sûr, ils ne sont pas au même endroit. Bien sûr, l'exode rural a eu lieu. Mais ce mouvement continue de s'amplifier et il nous oblige à trouver des réponses différentes. De quoi parle-t-on quand on parle des écoles rurales? C'est à peu près 20% des élèves, pas négligeable, 34% des écoles. À Bercy, on pourrait déjà noter le hiatus entre le nombre d'élèves et le nombre d'écoles. En grande ruralité, c'est à peu près 10% des écoliers. Il y a un particularisme à l'école rurale sur le plan pédagogique, qui fut longtemps une grande force de l'éducation nationale, c'est les classes multiniveaux, voire la classe unique. Moi, je me bats, dans mon département, il en reste 8. Et je me bats pour les conserver. C'était évoqué tout à l'heure. Lorsque l'on met sous la neige l'hiver en montagne 40 minutes pour rejoindre le bourg, si en plus il faut mettre 40 minutes en bus pour rejoindre l'école du fond de la vallée, on crée des conditions inacceptables pour des enfants de 6, 7, 8 ans. La classe multiniveau, la classe unique, longtemps, nos écoles normales ont préparé ce qu'on appelait les instituteurs, quel beau mot. Or, aujourd'hui, cette préparation à des classes multiniveaux et cette préparation à la classe unique, qui continue d'exister, est de moins en moins une réalité dans les INSPE, comme ça a été d'ailleurs le cas dans les UFM, avant qu'ils s'appellent l'INSPE avec la réforme de la loi sur l'école de la confiance. Est-ce que l'école rurale est un handicap pour les élèves qui la fréquentent? Le ministre de l'Éducation nationale, la semaine dernière, au Sénat, lors des questions d'actualité, a dit le contraire, puisqu'il a dit que le primaire rural, je le cite, fait réussir mieux que la moyenne nationale. Il y a pourtant un hiatus.
c'est que 23% des élèves qui ont fréquenté une école primaire rurale ne poursuivent pas d'études supérieures, contre 15% en moyenne nationale, malgré l'excellence de la réussite des enfants qui fréquentent l'école primaire rurale. L'évolution, elle est nécessaire face à la déprise démographique. Le problème, et ça a été évoqué par Richard Amos tout à l'heure, elle est souvent faite à la hache d'en haut, par des recteurs et des DAZEN qui modélisent. Moi, je ne cesse de dire à mes DAZEN successifs que la montagne, ça ne se modélise pas, que les distances sont là. J'ai beaucoup apprécié la métaphore du quart d'heure. Et je pense que cette politique très verticale, très descendante, très à l'âge, d'une administration de l'État, ça sera ma seule critique, qui n'a pas dans sa culture le partenariat avec les collectivités, qui est une administration régalienne par essence. C'est une spécificité française que l'école soit ainsi une fonction régalienne. Et moi qui ai vécu dans un territoire particulier, avec sa dimension identitaire forte, qui s'appelle le Pays Basque, qui en suis l'élu, j'ai vu de belles administrations de l'État se mettre au service de projets de territoire pour tenir compte de la diversité de ce territoire, en particulier de sa diversité linguistique et culturelle. J'ai rarement vu l'éducation nationale y venir spontanément, parce qu'il y a une méfiance. Et la politique menée ensuite à l'âge a accru cette méfiance, et on est passé à une véritable défiance. Combien de fois je dis à des DAZEN, qu'on les appelle encore inspecteurs d'académie, que les RPI, c'était aux élus de les construire, en tenant compte des réalités du territoire. Combien de fois je rappelais que depuis Jules Ferry, les maires ont une compétence majeure, qui est la compétence école, que c'est une compétence partagée. Et quand j'étais inspecteur général, chaque année à Poitiers, ce qu'on appelait encore les EN, j'avais un module sur la compétence partagée de l'école. Je peux vous dire que les jeunes inspecteurs, les inspecteurs stagiaires, les hyper stagiaires, étaient presque surpris quand je leur énumérais les compétences du maire en matière d'école, les compétences du président du conseil général départemental, les compétences du président du conseil régional, tellement ils avaient l'impression d'avoir affaire à des prestataires de services. Cela a été dit sur le numérique, des prestataires de services qui fournissent les équipements selon les injonctions, voire les instructions du ministère de l'Éducation nationale. Sauf que, je partage ce qui a été dit sur le numérique est en train de faire exploser l'étanchéité des lois de décentralisation, aux collectivités, l'immobilier, et quand il s'agit des collèges et des lycées, l'hôtellerie et la restauration. Et l'essentiel, c'est-à-dire la pédagogie, à l'Éducation nationale. Sauf que l'équipement numérique conditionne la pédagogie. Et que le numérique est en train de faire exploser cette étanchéité des lois de décentralisation de 82 et de 2004. Donc il faut certainement aller vers des recoupements. Pourquoi faut-il aller vers des recoupements ? Parce qu'un professeur des écoles seul a plus de difficultés pour échanger que dans une école à 2 classes, ils ne sont que 2. Souvent, ils ne sont pas nommés là en premier bonheur, en premier souhait, en premier vœu. Et ils n'ont, sauf exception, qu'une envie, c'est d'en partir. Donc, créer sur un territoire un regroupement pédagogique, ça peut avoir du sens si ça crée de la synergie pédagogique, de l'échange. Mais à condition qu'il y ait partenariat avec les maires et que ce RPI soit un RPI maturé par le territoire et par les équipes pédagogiques et par les parents.
Dans le texte issu de l'Assemblée nationale du projet de loi pour une école de la confiance, il y avait une idée qui n'était peut-être pas si absurde que cela, qui était les établissements publics locaux des savoirs fondamentaux, regroupant autour d'un collège plusieurs écoles. J'étais le rapporteur de ce texte et je fus celui, devant la levée de bouclier, qui a décidé et qui a proposé à ses collègues de supprimer cet article qui n'a pas passé le cap de la navette. Pourquoi ? Parce que c'était descendu de manière frontale d'en haut, que ça n'avait pas été expliqué. Mais l'idée, et ça existe sur certains territoires, en dehors de tout cadre législatif, ça existe par exemple à Haute-Saône, et ce qui est fait est remarquable. L'idée, voilà, de faire travailler professeurs du second degré et du premier degré, de les faire travailler sur un territoire particulier où il y a une déprise démographique, c'est une idée qui reviendra, mais il ne faut pas qu'elle soit pensée rue de Grenelle, il faut qu'elle soit pensée dans les territoires. Merci. Cela, merci. Pardonnez-moi, oui, je vous en prie, 2 mots. Pour cela, il faudrait certainement aussi qu'on aille vers une autre gouvernance de l'école en zone rurale, et donc que l'on aille vers une véritable déconcentration. Moi, je crois beaucoup, et je terminerai sur ces 2 points, je crois beaucoup que les recteurs, les ZEN, avec les élus, doivent prioriser les territoires de l'école et qu'il faut une formule différenciée pour les territoires de grande ruralité, comme il y a une formule différenciée pour les territoires de l'éducation prioritaire. Et pour cela, il faut laisser la main aux responsables locaux de l'éducation nationale. Je ne crois plus aux zonages nationaux. Deuxièmement, il faut, sur ces territoires particuliers, où on met le paquet, il faut que dans la gestion des enseignants, on fonctionne sur le contrat de mission. On sert à un endroit particulier, pendant un certain nombre d'années, sous forme d'un contrat, et ensuite, l'institution tient compte du fait qu'on est servi. Quand on va en grande ruralité, comme d'ailleurs en éducation prioritaire, on sert la République. On est sur une situation dérogatoire, et dans ce cadre-là, en sortie, l'institution reconnaît le travail fait, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement de la gestion des ressources humaines. Après, aller plus loin, je termine là-dessus, je vous le promets, oui, en territoire rural, on peut aller vers d'autres initiatives dans lesquelles les écoles privées, y compris les écoles privées hors contrat, peuvent avoir leur place. Je crois en tous les cas que la guerre scolaire est un luxe dont on ne peut pas se payer en territoire en grande déprise démographique. Moi, je m'y suis essayé au Pays Basque, à partir autour de l'enseignement de langue basque. Ce n'est pas simple. Mais quand on est au pied du mur, on dépasse des clivages et des affrontements qui ont marqué notre République et qui n'ont plus grand sens sur ce type de territoire. Et qui sont d'un autre temps. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, monsieur le député. Je vous en prie. Bonjour, monsieur le sénateur. Tiffaine Robert. Vous avez parlé des classes multiniveaux, mais qui sont déjà mises en place depuis de nombreuses années dans les campagnes notamment. Et je voudrais savoir si vous ne pensez pas que ça réduit justement le niveau d'enseignement et la qualité de l'enseignement. Vous avez donné des chiffres que dans la ruralité, on allait moins dans les études supérieures. Et aussi, autre question, est-ce que nos professeurs sont assez formés pour avoir ces classes multiniveaux ? Alors, à votre deuxième question, la réponse est non, et la formation a reculé. Est-ce que ça réussit ? Oui, mais ça réussit depuis le 19e siècle. Il y a de magnifiques circulaires ministériels, à l'époque où les ministres écrivaient dans un remarquable français, y compris dans les circulaires ministériels, où on montre comment on peut profiter d'une classe multiniveau avec des parrainages des élèves les plus grands par rapport aux plus petits. La classe multiniveau, elle offre des opportunités pédagogiques extraordinaires, à condition qu'elle soit parfaitement inscrite dans le cursus de la formation des professeurs, sur lequel il y a d'ailleurs beaucoup à dire. Le problème de la formation des professeurs, c'est que c'est beaucoup de choses et de plus en plus de choses ingurgitées dans un temps extrêmement limité. Donc il faut, en fait, la vraie question sur plein de sujets, dont celle-là,
c'est la réforme de la formation des professeurs. Moi, je vois beaucoup à une logique d'internat comme en médecine, où on commence à exercer tout en continuant à rester en formation, et donc un lien entre la formation initiale et la formation continue. Mais c'est un autre sujet. Et oui, les classes multiniveaux fonctionnent. Je vous dirais même plus, les classes uniques fonctionnent. Les élèves qui en sortent ne sont pas pénalisés. Et à condition bien sûr que le professeur des écoles soit dans une équipe, qu'il puisse partager ses pratiques, qu'il soit sur un territoire qui pense son école, qui pense son organisation, y compris avec le collège, voire même le lycée de la petite ville, voilà, et qui ait un projet en zone de montagne, par exemple, dans les Pyrénées. Il y a plusieurs projets, que en Bigorre, par exemple, des Hautes-Pyrénées, il y a des projets de territoire scolaire jusqu'au lycée qui sont pensés, et à ce moment-là, le professeur des écoles, dans son petit village, dans une classe unique, en zone de montagne, il n'est plus seul. Je vais donner la parole aux députés. Quelques secondes. Oui, moi, juste pour vous dire que je crois vraiment que ce qui a été dit par le sénateur, c'est-à-dire des gens qui sont formés à faire des modélisations, il faut vraiment passer sur ce sujet-là, des modélisations à l'expérimentation. Et on ne fera pas la grande révolution, mais on doit laisser faire un certain nombre de choses. Et je conclurai là-dessus sur un exemple. Quand on a une restauration scolaire en ruralité, finalement, le restaurant scolaire et la cantine derrière, c'est ouvert 144 jours par an. Je milite pour des expérimentations auxquelles on rajouterait simplement un endroit, un autoclave permettant de faire des conserves, et les gens dans la ruralité qui ont leurs légumes viendraient dans l'école, viendraient dans cet objet qui est ouvert 144 jours, faire leurs conserves ensemble avec les enfants, et donc monter des classes d'été pédagogiques autour des produits alimentaires, des circuits courts, et repartir chaque famille avec ses conserves, comme on le faisait autrefois, mais dans un lieu qu'est l'école, et qui permettrait, à travers du faire, un apprentissage local. Et donc, il faut permettre ces expérimentations-là. Et vraiment, je le pense, il faut vraiment ouvrir à l'ensemble des élus et évidemment les DAZEN venir un petit peu se confronter à ces expérimentations. Pour compléter ce que vient de dire le député, moi je crois au pluralisme des solutions. Mais pour aller vers le pluralisme des solutions, il faut sortir d'une culture au cordeau et à l'équerre. Et donc donner la main de la compétence, de la capacité d'initiative, de la capacité d'expérimentation aux responsables académiques, au niveau rectoral et au niveau des DAZEN, et construire des conventions, des partenariats avec les collectivités qui soient sur mesure et pas sur des modèles uniques comme trop souvent on en fait à partir du moment où on déclare qu'on va expérimenter, mais sort de la rue de Grenelle un modèle d'expérimentation qui est ensuite revu et corrigé au niveau du rectorat et du DAZEN et qui est imposé sur le territoire. Il faut que ça parte du territoire et qu'on laisse ainsi cette liberté et qui permette de déroger, de s'affranchir. Est-ce que la loi 4D verra le jour? Est-ce que Jacqueline Gouraud aura la chance de pouvoir la porter pour permettre justement de déroger, d'expérimenter? Je crois que vous avez à la tribune, au-delà des sensibilités, 2 parlementaires plutôt girondins. Et je pense que c'est ainsi, c'est en faisant confiance au territoire, sauf que la confiance, elle est érodée, parce que les conventions jusqu'à présent, dans les conventions ruralité, elles ont souvent été le faux-nez pour la fermeture d'écoles, la fermeture de classes. Ça a été la gentille vaseline qui était utilisée pour réduire le nombre d'écoles et le nombre de classes. Et c'est pour ça que la méfiance, elle est forte, et donc il faut la restaurer par du sur-mesure local, et ne pas s'interdire l'intelligence des territoires. Merci.